La Nouvelle-Calédonie a connu une nouvelle nuit d'émeutes alors que les députés votaient mardi soir à Paris une mesure à l'origine de la colère d'indépendantistes. 4 personnes sont mortes, l'état d'urgence a été déclaré. De son côté, le haut-commissaire de la République parle d'un risque de guerre civile. Mais alors, que se passe-t-il? Pourquoi la situation est aussi critique? Et comment en est-on arrivé là? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actualités du jour qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, les violences continuent en Nouvelle-Calédonie, qui est donc un territoire d'outre-mer français situé dans l'océan Pacifique. Et ces violences atteignent un niveau inédit qui inquiète énormément la population sur place. À raison de ces émeutes et de cette colère d'une partie des habitants, l'adoption par l'Assemblée nationale à Paris d'une réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral, autrement dit donc à élargir le nombre de personnes qui peuvent voter lors des élections locales. Bon, mais pour bien comprendre la situation, il faut revenir en arrière. La Nouvelle-Calédonie, c'est donc un territoire français d'outre-mer, donc ce n'est pas un département comme la Martinique ou la Réunion. Concrètement, elle a davantage d'autonomie administrative avec des accords et des règles spécifiques concernant l'économie, les taxes ou encore l'éducation, en fonction donc de ses particularités locales. Très concrètement, et c'est important à comprendre, le territoire est divisé en 3 grandes provinces, chacune gérée par une assemblée provinciale. Et actuellement, c'est là le point important, seules les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales avant 1998 ou alors leurs descendants, donc les enfants de personnes qui sont inscrites sur ces listes avant 1998, ont le droit de voter pour ces assemblées provinciales. Et le but en fait avec cette loi, c'est que le peuple autochtone des Kanaks, qui était présent sur l'archipel bien avant l'arrivée des Français, soit mieux représenté dans ces élections avec ce système de vote. C'est une règle forcément spécifique, parce que ça fonctionne pas comme ça dans le reste du territoire ou en France métropolitaine, et donc c'est une règle qui est aujourd'hui inscrite dans la Constitution, donc la loi suprême en France. Or là, eh bien, le texte qui a été voté dans la nuit en France métropolitaine prévoit d'ouvrir pour les prochaines élections provinciales, eh bien, le vote à tous les citoyens qui résident en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans. Concrètement, en changeant cette règle, eh bien, ça ajouterait environ 25 000 électeurs supplémentaires. Et donc, pour faire très simple, si vous êtes arrivé il y a 10 ans en Nouvelle-Calédonie, c'est bon, eh bien, vous pouvez vous aussi voter, comme les personnes qui sont là depuis 1998 et comme leurs enfants. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a donc des divisions au sein de la population calédonienne, avec d'un côté les indépendantistes, donc ceux qui sont favorables à l'indépendance du territoire vis-à-vis de la France. C'est le cas notamment d'une part importante des Kanaks. Et en face, il y a ce que l'on pourrait appeler les non-indépendantistes, donc les loyalistes, c'est un terme qui est souvent utilisé, qui sont donc eux favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie en France. Ces désaccords sur la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ils sont profonds, ils sont importants. Ils ont mené entre 1984 et 1988 à des affrontements et des années de quasi-guerre civile qui se sont conclus par les accords de Nouméa de 1998. Des accords qui ont donné lieu à 3 référendums pour l'indépendance du territoire en 2018, 2020 et 2021. On en avait parlé à l'époque sur la chaîne. L'objectif de ces référendums, c'est très simple, c'était de demander à la population de Nouvelle-Calédonie si oui ou non ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste une partie du territoire français. Lors de ces 3 référendums, en l'occurrence, c'est le non qui l'a remporté, donc il n'y a pas eu d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et sur la question de ce corps électoral, donc de qui peut voter, il y a eu des désaccords d'interprétation. Je rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Ce qu'il faut comprendre donc dans tous les cas, c'est que certains indépendantistes s'opposent à cette réforme d'élargissement du vote, puisque selon eux, cette réforme risque de leur être défavorable et de minoriser encore plus le peuple kanak. Les Kanaks qui sont aujourd'hui principalement au pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Alors, où en est la situation sur place? Je le disais, la colère de certains indépendantistes s'est transformée en émeute en l'espace de quelques jours, avec des affrontements extrêmement violents. Comme je vous le disais, dans la nuit de mardi à mercredi, 4 personnes sont mortes, dont un homme qui a été tué par balle dans la nuit, et un gendarme aussi qui a été tué. Au total, plus largement, c'est plus d'une centaine de policiers et de gendarmes qui ont été blessés dans des affrontements face aux émeutiers, sachant qu'il n'y a pas que des gendarmes et des policiers qui ont été blessés, des habitants aussi ont été touchés. Face à cela, selon des témoins interrogés par France Info notamment, des quartiers de Nouméa, qui est donc la capitale, ont mis en place des milices avec des rondes et des personnes donc armées. Certains habitants ont même mis en place leur propre protection. Leur groupe est appelé les voisins vigilants.
Un couvre-feu par ailleurs a été instauré de 18h à 6h et 140 interpellations au total ont eu lieu. Et au-delà de ces violences, il y a aussi un climat de panique avec des longues files d'attente dans les magasins et des pénuries alimentaires. Alors face à tout cela, le président de la République Emmanuel Macron a présidé ce mercredi matin un conseil de défense et de sécurité consacré justement à la situation. Il a déclaré par ailleurs dans la foulée l'état d'urgence. C'est donc une mesure, cet état d'urgence, qui permet aux autorités d'étendre temporairement leur pouvoir pour tenter de restaurer l'ordre. De son côté, Louis Lefranc, qui est le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui est donc un représentant de l'État français, a évoqué ce mercredi une situation, je cite, insurrectionnelle qui peut prendre, je cite, une forme de guerre civile. Il y a eu aussi de nombreux appels au calme. Emmanuel Macron a demandé aux indépendantistes et aux non-indépendantistes de trouver un accord. S'il y a un accord, eh bien cette réforme constitutionnelle sera abandonnée. Mais cependant, si aucun accord n'est trouvé, eh bien le président français a prévenu que le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, se réuniraient avant fin juin à Versailles et acteraient donc officiellement cette réforme constitutionnelle qui élargit le corps électoral. Bref, en attendant donc ces discussions et malgré les appels au calme des principaux partis indépendantistes et non indépendantistes, la situation reste extrêmement tendue. On vous tient au courant du coup de ce qu'il en est dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Courage au passage à tous ceux parmi vous qui sont actuellement sur place. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ce format au quotidien. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, ce mardi, un fourgon pénitentiaire a été attaqué par des individus armés de fusils à pompe sur un péage dans l'Eure. 2 agents ont été tués et 3 autres ont été blessés. Alors ce fourgon, il transportait un détenu, Mohamed Amra, 30 ans, qui s'est donc évadé et à l'heure où je tourne ces actus, il est toujours recherché avec ses complices. Des moyens de coopération internationale et de police judiciaire sans précédent ont été mobilisés pour les retrouver, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En réaction à cette attaque, 1 minute de silence a été observée à 11h dans les tribunaux et les prisons de France, ainsi que dans les établissements du ministère de la Justice, et l'intersyndicale pénitentiaire a été reçue ce mardi par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Cette intersyndicale a d'ailleurs appelé à une journée prison morte ce mercredi partout en France, donc au blocage de l'ensemble des établissements pénitentiaires, en signe de soutien aux fonctionnaires qui ont été tués et blessés. Deuxième actu, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient prochainement livrer $1 milliard d'armes à Israël. Cette annonce intervient une semaine après que le président américain Joe Biden a menacé de limiter l'aide militaire américaine à Israël en raison de son offensive sur Rafah. Rafah, c'est donc la ville la plus importante du sud de la bande de Gaza où se trouvent plus d'1 million de Palestiniens. Et donc d'après le journal américain The Wall Street Journal, cette nouvelle livraison d'armes inclut $700 millions de munitions pour des tanks et $500 millions pour des véhicules militaires tactiques. Ce paquet d'aide militaire fait partie du plan d'aide américain à l'Ukraine, Israël et Taïwan d'un montant de $95 milliards, dont 13 milliards pour Israël, qui a été approuvé il y a quelques semaines par le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France. D'ailleurs, le Congrès doit encore approuver cette nouvelle livraison d'armes, on suivra ça. Troisième actu, en Géorgie, un pays situé entre l'Europe et l'Asie à la frontière de la Russie, le Parlement a voté ce mardi une loi sur l'influence étrangère qui est calquée sur la législation russe. Concrètement, avec cette loi, toutes les organisations financées à plus de 20% par des pays étrangers devront désormais s'enregistrer comme étant, je cite, des organisations promouvant les intérêts d'une puissance étrangère. En Russie, un texte très ressemblant a été utilisé pour réprimer les médias indépendants et les critiques du président russe Vladimir Poutine. Plusieurs Géorgiens craignent donc qu'avec cette nouvelle loi, qui est d'ailleurs surnommée la loi Poutine, la liberté d'expression soit limitée en Géorgie. Résultat, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays ces derniers mois et ce mardi, des milliers de personnes ont manifesté suite à l'adoption de la loi. Ce mercredi, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé les autorités géorgiennes à retirer cette loi qui est jugée négative pour la poursuite du processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Quatrième actu, l'été 2023 a été le plus chaud depuis 2000 ans dans l'hémisphère nord, selon une étude publiée ce mardi dans la revue Nature. Alors pour reconstituer les températures jusqu'en l'an 1 de notre ère, les scientifiques ont utilisé des données issues des cernes des arbres, qui sont des anneaux concentriques qui montrent l'âge et la croissance des arbres. Et donc d'après l'étude, les températures de l'été 2023 étaient plus chaudes de 2,07 degrés par rapport à celles de la fin du XVIIIe siècle. Ce dérèglement climatique est notamment le résultat des émissions de gaz à effet de serre humaines qui sont principalement liées à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.
Les chercheurs derrière l'étude appellent donc, je cite, à prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions de carbone. Cinquième actu, il y a eu près de 76 millions de déplacés internes dans le monde à la fin de 2023, ce qui est un record selon l'Observatoire des situations de déplacement interne. Les déplacés internes, ce sont des personnes contraintes de fuir à l'intérieur de leur propre pays, notamment en raison de conflits, de violences, de violations des droits humains ou de catastrophes selon l'ONU. Concrètement, le nombre de déplacés internes a augmenté de 50% au cours des 5 dernières années. La violence et les conflits sont les principales raisons de ces déplacements. Le Soudan, qui est un pays situé au nord de l'Afrique et qui fait face à une guerre civile, est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées jamais enregistrées dans un seul pays depuis le début de la comptabilisation en 2008. Il compte 9,1 millions de déplacés internes pour une population d'environ 47 millions d'habitants. Sixième actu, au Royaume-Uni, le Parlement a interdit ce mardi l'exportation d'animaux d'élevage vivants. Pour être officiellement inscrit dans la loi, le texte doit encore recevoir le sceau royal, mais c'est une formalité. Alors l'objectif de ce projet de loi, c'est de mettre fin à l'exportation de milliers de bovins, de porcs, de chèvres, de moutons, de sangliers et de chevaux qui sont destinés à être abattus ou engraissés depuis ou via l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. À noter qu'au sein de l'Union européenne, cette pratique est toujours en vigueur, alors que les ONG de protection des animaux d'élevage demandent son interdiction. Autre info, en Slovaquie, un pays situé en Europe centrale, le premier ministre populiste et pro-russe Robert Fico a été visé par des coups de feu à la sortie d'une réunion gouvernementale ce mercredi à Andlova, une ville située à environ 150 km de la capitale. Il a été blessé par balle à l'estomac et doit subir une intervention urgente selon ses équipes. Il est actuellement entre la vie et la mort. Alors pour le moment, le mobile de l'attaque n'est pas encore connu, mais un suspect a été arrêté, on vous tiendra au courant. Et on finit avec une actu culturelle, la cérémonie d'ouverture du 77e Festival de Cannes s'est tenue ce mardi. Pour l'occasion, la maîtresse de cérémonie, l'actrice Camille Cotin, a rendu hommage dans un discours au mouvement MeToo. Juliette Binoche a quant à elle rendu hommage à l'actrice américaine Meryl Streep en lui remettant une palme d'or d'honneur. Elle lui a notamment dit en larmes qu'elle avait, je cite, changé notre façon de voir les femmes dans le monde et au cinéma. Meryl Streep est notamment connue pour avoir joué dans les films Le Diable s'habille en Prada, Le Choix de Sophie ou encore Mamma Mia. C'est le film Le deuxième acte du réalisateur Quentin Dupieux qui a ouvert le festival, mais ce film est présenté en hors compétition. Cette année, 22 films sont en compétition officielle pour remporter la Palme d'Or. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours, on a lancé un nouveau format d'actu du jour dédié spécifiquement aux actualités culturelles. Il est plus court, il dure uniquement quelques minutes chaque jour, mais ça permet d'avoir de l'analyse aussi sur des sujets qui concernent la musique, les jeux vidéo, le cinéma, etc. On va aussi en exclusivité sur ce podcast y diffuser des interviews que je vais pouvoir faire dans les prochains jours, notamment à l'occasion du Festival de Cannes. Je vous mets du coup le lien du podcast directement en description, ou alors vous tapez Hugo Décrypte, pop directement sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et vous allez pouvoir le retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.